La 17e édition des Utopiales a débuté ce week-end. Le Festival international de science-fiction s'intéresse cette année à la thématique des machines et à leur place dans notre société. Et Claire Villalon. Exploration de l'univers, chirurgie de précision ou encore manipulation d'objets irradiés, autant de domaines où les machines et robots deviennent incontournables. De plus en plus présents dans le monde du travail, les robots commencent aussi à envahir notre vie quotidienne. On peut penser que dans les 10 ou 15 années qui viennent, on aura de plus en plus de robots qui vont être dans notre vie quotidienne pour nous assister, nous orienter ou nous aider d'une façon ou d'une autre, et que les humains lambda vont voir les conséquences dans leur vie quotidienne de ce développement de la robotique. Le Festival des Utopiales propose donc d'interroger la place des machines dans notre société. Conférences, films ou encore ateliers sont proposés au public. Et ces questionnements ne sont pas réservés qu'aux adultes. Avec l'association Accord, les enfants peuvent questionner de façon ludique ces drôles de compagnons. C'est surtout de ne pas subir la machine, mais surtout de comprendre. Donc comprendre c'est quoi la programmation. Donc c'est d'aller voir derrière le robot qui fonctionne ou d'un jeu vidéo, c'est comment ça se construit en fait. Donc on va apprendre les logiques de programmation et puis on va apprendre le codage de programmation. Mais machine ne rime pas seulement avec science. Le cinéma, la BD ou encore la littérature se sont emparés depuis longtemps de cette thématique, devançant même parfois les avancées technologiques. Des entreprises comme la NASA où l'Agence spatiale européenne demande à des scientifiques de faire des recherches dans les romans de science-fiction pour trouver des machines à réaliser pour notre réalité. Et pour venir découvrir les multiples machines des Utopiales, vous avez jusqu'au mercredi 2 novembre. Le déplacement s'annonçait compliqué, il a tourné au cauchemar pour les Canaries. Sur la pelouse du leader niçois, les hommes de René Girard n'ont jamais réussi à tenir la comparaison. Rémi Rioux est allé chercher le ballon au fond de ses filets à 4 reprises et le but d'Emiliano Sala en début de seconde période apparaît comme une bien maigre consolation. Après la rencontre, le coach nantais n'a pas hésité à parler de match pitoyable de la part de ses joueurs. Le Stade nantais poursuit son apprentissage en Fédéral 1. Après le dépôt de bilan du club de Saint-Nazaire la semaine dernière, Nantes est le seul à ce niveau en Loire-Atlantique. Et Claire Villalon. Face au premier de la poule Oloron, le Stade nantais a souffert. Ouvrant le score et menant pendant toute la première mi-temps, ils se sont finalement heurtés à la solidité oloronnaise. On ne peut plus dire qu'aujourd'hui c'est lié au manque d'expérience. Ça fait le 5e match, donc maintenant il faut se réveiller, il faut se remettre en question. Ce match avait un goût particulier pour le rugby ligérien. Le Stade nantais sera bientôt le seul club du département en Fédéral 1 après le dépôt de bilan du Saint-Nazaire Rugby. Une décision qui attriste le club de Nantes ainsi que ses supporters. Je trouve qu'une équipe de l'Ouest qui dépose le bilan, c'est toujours triste. Plus on aura de clubs à haut niveau dans la région et mieux on se portera, et donc c'est embêtant, c'est très embêtant cette histoire-là, surtout pour les jeunes en plus. C'est dommage parce que ça fait une équipe de moins qui pourrait représenter le rugby dans l'Ouest. C'est une mauvaise gestion financière qui a conduit à cette situation. En effet, être en Fédéral 1 demande un budget conséquent. On se déplace avec 2 équipes, c'est quand même des coûts d'hébergement, et puis il y a toute la partie réglementaire, des contrats semi-professionnels, donc oui c'est un coût plus important, voilà. Malgré la défaite contre Oloron 21-35, les Nantais ne baissent pas les bras. Ils comptent bien prouver que le rugby ligérien, même sans Saint-Nazaire, a encore un bel avenir. Pour la première fois, le Belém hivernera à Bordeaux cette année. Le célèbre voilier qui fête cette année ses 120 ans doit rester amarré durant 5 mois et demi en Gironde et y subir son traditionnel entretien annuel. Le 3 mâts était déjà venu en juin pour la fête du vin et le président de Bordeaux Grand Événement avait demandé à accueillir le navire dans le port de la Lune. Son vœu a été exaucé et des visites pour le grand public et les classes scolaires sont déjà prévues. Les morts vivants et les vampires auront la cote ce soir. De nombreuses soirées et animations sont prévues toute la journée pour Halloween. Les derniers préparatifs avec Anis Tomine. Il y a des signes qui ne trompent pas, Halloween est bien là. Et si vous n'êtes pas encore prêt, on vous donne quelques conseils. Première étape, les bonbons à distribuer aux enfants qui viendront toquer à votre porte. Et pour ça à Nantes, il y a la boutique So British de Maxime. On a des nouveaux petits dentiers fabriqués à la main en Angleterre par une entreprise qui s'appelle Creighton's Chocolatery. On a des super sucettes aussi fabriquées par Creighton's. Deuxième étape pour les plus ambitieux, le déguisement. Et là, il y a l'embarras du choix.
costumes de zombies, The Walking Dead, etc. Et ensuite, on va voir aussi, alors il y a eu une tendance l'année dernière avec les clowns. Donc voilà, déguisement de clown. Les enfants, alors là on a toujours Chica Vampiro, qui est une série qui passe sur Gulli. Alors là c'est tout ce qui est dents de vampire, cape, déguisement. Alors ça y est, vous avez fait votre choix ? Les costumes tendance, moi je dirais plus version Joker. Le Joker de Batman. Et je voudrais me déguiser en espèce de monstre bizarroïde. On va pas se costumer, on va accessoiriser la tenue. Moi j'ai envie de boucles d'oreilles et puis d'un collier ou un sautoir qui rappelle Halloween. Et comme on dit là-bas, Trick or treat.